Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pendant que l'Assemblée nationale française est en train de devenir un vrai capharnaüm, qu'une crise sans précédent est en train de s'installer malheureusement en France, tant d'un point de vue économique que financier, mais également social et sociétal. Vous avez été très nombreux à me demander justement un comparatif avec les précédentes crises financières, et notamment bien sûr la crise de subprime, la crise de la Grèce et des dettes publiques au sens large, et aujourd'hui cette crise française qui est en train d'arriver, et malheureusement on va voir qu'à chaque fois les mêmes erreurs, les mêmes mensonges surtout, et donc certainement les mêmes punitions. C'est une question essentielle que nous devons nous poser et à laquelle nous allons répondre évidemment en toute indépendance comme d'habitude avec des graphiques réalisés sans trucage. J'ai vécu de l'intérieur toutes ces crises, et donc on peut essayer d'en tirer justement des leçons pour éviter de sombrer, parce que c'est vrai que l'heure malheureusement est extrêmement grave aujourd'hui. La question de la semaine d'ailleurs, vous avez été également nombreux à me la poser. Est-ce que si jamais on ouvre un compte à l'étranger, eh bien l'État français pourra ponctionner dans ce compte? Je vous répondrai en fin de vidéo. Et puis bien sûr une bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle dans ce contexte très compliqué, une bonne nouvelle très relative, on verra ça à la fin de la vidéo. On commence tout de suite évidemment, car le programme est chargé et surtout on doit voir comment ces crises peuvent encore une fois nous influencer et avoir des impacts sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez nous en France, donc pour notre quotidien, pour notre épargne, pour notre avenir finalement. Donc j'ai envie d'abord de rappeler qu'il ne faut pas avoir peur des crises. Les crises font partie de la vie économique. Si un jour quelqu'un vous dit qu'il a la recette pour supprimer les crises, vous savez que c'est un menteur. Le problème c'est qu'on ne veut plus se faire mal, on ne veut plus affronter ces crises. Mais ces crises, encore une fois, sont tout à fait normales. C'est un peu comme le corps humain, des fois il y a des crises. L'important c'est de sortir par le haut de ces crises. Donc voilà, ici j'ai mis la variation du PIB mondial, toutes les crises depuis 1980, les principales crises bien sûr, le deuxième choc pétrolier, la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, le crack Internet et l'11 septembre 2001. Donc à chaque fois on voit qu'il y a une baisse de la croissance mondiale, mais ce n'est pas non plus une récession. Vous voyez, la barre elle est à zéro. Il y a seulement dans la crise financière de 2007-2009 que là on a eu une récession, une petite récession. Bien sûr le Covid-19 là c'était une autre erreur évidemment de nous enfermer complètement, ça s'est effondré. Puis après autre erreur, on a trop redémarré finalement la machine, on en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr plus dernièrement la guerre en Ukraine, l'explosion de l'inflation au niveau mondial. On voit qu'on a eu aussi un ralentissement, mais finalement il n'y a pas eu de récession mondiale dramatique. Ça résiste malgré tout, et c'est ça qui est un petit peu surprenant, c'est que finalement à chaque crise, eh bien, on met des nouveaux moyens de soutien de l'activité, si bien que les crises ont quasiment disparu. C'est-à-dire l'impact de ces crises, notamment sur les marchés boursiers, a complètement disparu. Regardez bien ici. Je vous ai mis juste depuis 2000 les principales crises et catastrophes que nous avons traversées avec le CAC 40, c'est la courbe rouge. Pourquoi le CAC 40? Parce que normalement la bourse reflète une réalité économique. Donc bien sûr on repart sur le crack Internet, effondrement du CAC 40 avec bien sûr le 11 septembre, la bourse américaine également avait énormément souffert. Ensuite ça redémarre très fortement, et puis bien sûr cette crise des subprimes, on va en parler dans le détail avec des erreurs, des mensonges dramatiques. Ça s'effondre, la faillite de Lehman Brothers, et ensuite regardez bien, finalement quel que soit les crises, eh bien, la bourse continue de flamber. La crise grecque, la crise chinoise de 2015, on l'a même pas vu finalement, le Brexit, le coronavirus, regardez, c'est assez impressionnant. En quelques mois, on avait retrouvé le niveau d'avant la crise, alors qu'on croyait que c'était la fin du monde. Mais là aussi, effectivement, on a déployé une quantité de moyens impressionnante de dettes publiques, de planches à billets. Donc finalement, regardez bien, la bourse continue de flamber. Là, ça va un peu moins bien depuis quelques jours, c'est un peu logique, mais néanmoins, on se rend bien compte que finalement, quelles que soient les crises, eh bien, on affronte finalement cette crise avec également des moyens pléthoriques qui sont mis et donc qui sont dangereux. Parce que là, justement, le jour où il y aura le big one, la grosse crise qui peut arriver très prochainement, notamment avec la France, alors là, ça pourra faire mal, parce que justement, comment on s'est sorti de ces crises, surtout depuis la faillite de Lehman Brothers et la crise grecque, eh bien, on a réutilisé les vieilles méthodes d'après le crack de 29, à savoir une relance budgétaire et bien sûr la planche à billets. Donc, relance budgétaire et surtout dette publique. Là, c'est le cas français, vous connaissez les chiffres, on l'a déjà évoqué, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. 3 228,4 milliards d'euros au deuxième trimestre 2024. On sera bientôt certainement à 3 500 milliards, sans évidemment le hors-bilan, sinon on est à 6 500 milliards. Le hors-bilan, je vous rappelle que c'est le paiement des retraites des fonctionnaires, enfin tous les engagements de l'État, mais qui n'apparaissent pas dans les comptes. Encore un problème là aussi, je dirais d'un faux semblant. Mais globalement, on se rend bien compte que cette dette publique explose complètement. Alors en temps normal,
quand la dette publique explose, les taux d'intérêt augmentent. Et c'est là où, évidemment, tel n'a pas été le cas, du moins pendant surtout le coronavirus, puisqu'on a activé cette planche à billets de façon assez incroyable. Et donc, ça a permis d'augmenter cette dette publique sans générer une augmentation des taux d'intérêt. Rendez-vous compte, on avait même des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française. C'est-à-dire que pour le prêter à l'État français, il fallait payer. Complètement fou. On voit aujourd'hui la situation. Encore une fois, là aussi, des mensonges, des faux semblants. Alors, qu'est-ce qu'une planche à billets? Évidemment, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais juste parce qu'on imagine évidemment une planche à billets, vous voyez, on imprime des billets, on en veut une pour Noël, hein, j'ai envie de dire, c'est bientôt Noël, il faut passer sa commande. Non, en fait, la planche à billets, c'est très simple. Pour la comprendre, il faut regarder et se rappeler du processus de création monétaire. Comment on crée de la monnaie? C'est vrai que on oublie de le dire parfois, voilà, vous l'avez ici. Là, vous avez le bilan d'une banque centrale. Donc, la monnaie est au passif de la banque centrale et normalement, pour avoir le droit de créer cette monnaie, il faut avoir ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Donc, il y en a 3, de l'or, des devises, ce qu'on appelle les réserves de change, et des titres, notamment des obligations d'État, pour qu'on ait justement une correspondance entre la création monétaire et la création de richesse. Vous voyez, c'est tout à fait logique. C'est quoi une planche à billets? C'est que finalement, on n'a pas de contrepartie, mais on dit, c'était pas grave, je crée quand même de la monnaie ex nihilo, à partir de rien, et cette monnaie artificiellement créée, comme un bilan est toujours à l'équilibre, automatiquement, elle est utilisée pour financer la dette publique, pour acheter des bons du trésor, des obligations d'État, et donc c'est ce qu'on appelait l'argent magique. Et donc c'est vrai que c'était... Au début, on aurait pu le comprendre, effectivement, par exemple, au début 2009 ou en 2015, quand il y avait la crise grecque, ou encore au début du coronavirus. Le problème, c'est que, comme une drogue dure, on a continué, on s'est complu dans ses erreurs, et donc c'est bien que cet excès de monnaie a généré une inflation très forte. Comme vous le savez, l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine, évidemment, ça l'a attisé, mais néanmoins, on avait déjà de l'inflation, parce qu'on a une des règles de base de l'économie, j'ai envie de dire, c'est que lorsque la demande augmente plus que l'offre, bien mécaniquement, les prix augmentent. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'on a alimenté une demande au travers de cette création monétaire artificielle, alors que l'offre n'était pas là. Et donc l'inflation a explosé, si bien qu'on a dû après arrêter les dégâts, et donc arrêter cette planche à billets. Mais le mal était fait. Donc c'est ça le problème, c'est pourquoi aujourd'hui il n'y a plus finalement de crise, quelles que soient les difficultés, on arrive à s'en sortir avec même des bulles boursières, parce qu'il y a un excès de liquidité, mais tôt ou tard, tout ça va devoir se payer. On l'a d'ailleurs déjà vécu, notamment au travers de la crise des subprimes. Donc, je vais commencer rapidement. Rappelez-vous ce qu'est la crise des subprimes, c'est simplement le fait que, on avait des dettes extrêmement dangereuses qui ont été transformées en des titres. Alors, ces dettes, c'était quoi? Parce qu'on dit souvent, oui, ces dettes ont été créées par des méchants spéculateurs, etc. Pas du tout. Qui a créé les subprimes? C'est Bill Clinton. Et oui, pourquoi? Parce que ça correspondait à un de ses engagements de campagne dans les années 90, qui était de dire tous les ménages américains doivent détenir leur logement. Tous les ménages, même les non solvables. Donc il y a un problème, comment les banques peuvent octroyer des crédits à des ménages non solvables? Elles n'ont pas le droit de le faire. D'où cette idée, entre guillemets, incroyable. On a donc créé des organes ad hoc, donc des subprimes, qui avaient donc le droit d'octroyer des crédits à des ménages non solvables. Donc on ne regardait même pas, finalement, si les ménages pouvaient rembourser ou pas, avec des taux d'intérêt variables. Donc au début, on avait des taux d'intérêt extrêmement bas, donc on leur prêtait. Et donc évidemment, ça a très bien fonctionné, parce que c'était dans les années 90, la bulle éclate en 2007. Donc ça a très bien fonctionné, les ménages s'endettaient, même se réendettaient ensuite en mettant en gage leur maison qui ne valait pas grand-chose malheureusement, sauf qu'évidemment ça marchait tellement bien que la Réserve fédérale américaine a dû augmenter les taux d'intérêt. Tout à fait logiquement. Donc en augmentant les taux d'intérêt, évidemment, les taux variables que payaient les ménages sont devenus extrêmement élevés, puisqu'il y avait donc le taux variable qui fluctuait au jour le jour, j'ai envie de dire, plus une subprime, la fameuse prime de risque. Et donc les ménages américains devaient rembourser une dette avec des taux d'intérêt à 12, 15, peut-être même pas 20%, ce qui évidemment n'avait aucun sens. Et c'était surtout impossible pour ces ménages non solvables de les rembourser. Donc ils ont dit, bon, c'est pas grave, on passe au plan B. C'était quoi le plan B? Je vends la maison et je vais me faire une santé. Sauf que comme les maisons ne valaient pas grand-chose et que tout le monde a fait la même chose, et bien évidemment, mes maisons les prix de ces maisons se sont effondrés, elles étaient même invendables. Et donc les ménages ont fait faillite, les organes de subprime ont fait faillite. Au début, il y avait l'assurance du gouvernement américain, puis après, c'était tellement énorme que les faillites des subprimes se sont multipliées, et donc on a eu une crise immobilière dramatique. On aurait pu s'arrêter là. Sauf que cette crise immobilière s'est généralisée au niveau mondial, c'est ce que j'écris là. Pourquoi? Parce que toutes ces dettes subprimes ont été titrisées. Ça veut dire qu'elles sont devenues des titres, on les a transformées en des titres, une sorte comme des obligations, si vous voulez, avec des modèles mathématiques extrêmement complexes, j'explique ça ici. Et donc ce qui veut dire qu'à partir de là, ces dettes complètement folles ont été même notées par les agences de notation AAA. Alors d'ailleurs, c'était la vertu de la crise, parce qu'avant, AAA, on ne savait pas ce que c'était. On croyait que c'était l'andouillette. Donc bon, pour les connaisseurs, c'est 5A l'andouillette. Donc le AAA, ça voulait dire sans risque.
Et donc on avait des produits financiers complètement fous qui s'étaient créés, qu'on appelait des SICAV monétaires dynamiques, où donc vous voyez, c'est un oxymore, c'est-à-dire que rien que le nom, il y a un problème, puisque SICAV monétaire, ça veut dire sans risque, et dynamique, à rendement élevé. Donc d'où vient le rendement? Évidemment du risque. Et ça, c'est une des règles de base de la finance, il ne faut jamais l'oublier, une règle de base de l'économie, j'ai envie de dire, c'est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire, si vous voulez un rendement élevé, vous devez prendre des risques. Si vous voulez éviter de prendre des risques, vous devez vous contenter de rendements faibles. Le problème, c'est que pendant cette époque, et je l'ai vécu de l'intérieur, parce que j'étais chef économiste d'une grande banque, eh bien, on a dit aux traders, etc., voilà, transformez cette règle. Faites en sorte qu'on puisse augmenter le rendement sans augmenter le risque. Donc, on a pris ces dettes subprimes extrêmement dangereuses, maquillées justement au travers de modèles mathématiques extrêmement puissants, et donc notés AAA, évidemment, ce qui n'avait aucun sens. Et donc, quand les subprimes explosent, ces produits-là n'ont pas perdu 10 ou 15%, ils ont disparu, ils valaient zéro. Et donc évidemment il y a eu ce mouvement de faillite généralisé qui s'est installé, sauf qu'en attendant, hein, c'est ce que j'écris ici, hein, on a eu donc une réaction de la Réserve fédérale dès l'été 2007. Là c'est l'été 2007, hein, parce que souvent on parle de 2008, mais la crise des subprimes explose à l'été 2007. Sauf qu'à ce moment-là, la Réserve fédérale américaine eh bien, baisse les taux d'intérêt en disant attendez, on va calmer le jeu, on va relancer la machine. Sauf que le problème c'est que certains d'ailleurs à l'époque disaient ça y est, la crise est terminée. Sauf qu'on a, eh oui, c'était sans compter les erreurs multiples qu'ont fait la plupart des dirigeants dans le monde. Alors il y en a eu plusieurs. Alors notamment, vous voyez, je vous montre ici donc cette remontée des taux d'intérêt vertigineuse aux États-Unis. Vous voyez, on était à 1%, on est monté jusqu'à 5,25. Ensuite, on s'est maintenu. Puis ensuite, la Réserve fédérale, vous voyez, très forte baisse des taux d'intérêt. Donc dès le mois de septembre 2007, elle a commencé à réagir. Et certains ont dit à l'époque, ah ça y est, la crise est terminée, tout va bien. Sauf qu'évidemment, est arrivé ensuite l'impensable, c'est-à-dire la faillite de Lehman Brothers. Donc pour ceux qui s'en souviennent, donc on a eu par exemple quelques mois avant la faillite de Lehman Brothers, donc on a eu la faillite de Bear Stearns, une autre grande banque d'affaires américaine, mais elle a été dépecée par Cartier, donc ça a été plus ou moins bien fait, j'ai envie de dire, sauf que là évidemment, faillite de Lehman Brothers, et c'est ça le drame, c'est que à ce moment-là, on a une sorte de décision à la cow-boy, c'est-à-dire que les Américains se sont dit, on va faire un exemple, on va laisser faire faillite Lehman Brothers. Et donc c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances, c'est que le secrétaire d'État au Trésor à l'époque aux États-Unis, donc le ministre de l'économie si vous préférez, aux États-Unis, c'était Henry Paulson, qui était l'ancien patron de Goldman Sachs, le grand rival de Lehman Brothers. Donc là, il s'est dit, bah, attendez, c'est une chance historique, on va laisser faire on va laisser faire faillite Lehman Brothers, on va les punir. Donc c'est ce qui s'est passé, sauf qu'il avait oublié d'assurer ses arrières, et comme toutes les banques dans le monde étaient clientes des Lehman Brothers, voilà, who's next? Qui est le prochain? Moi je me souviens à l'époque, je recevais des mails le lendemain de cette faillite, où on disait, bah, attendez, c'est qui le prochain? Parce que toutes les banques sont clientes de Lehman Brothers, on avait une liste, toutes les banques dans le monde, je me rappelle, la Banque Postale par exemple, hein, pour ne pas faire de publicité, hein, mais il y en avait d'autres, étaient clientes de Lehman Brothers. Donc pour dire, voilà, des banques a priori qui n'ont pas de lien, et ben voilà, toutes les banques étaient concernées, donc on s'est dit, ben, c'est la fin du système. Le système va complètement exploser. Dans le même temps, c'est vrai que la Banque centrale européenne avait augmenté les taux d'intérêt en dépit du bon sens, et donc l'euro était très fort, on est monté à 1,60 $ pour un euro, le baril est monté à 150 $, et donc on avait une récession dramatique dans la zone euro, qui était également là aux États-Unis, plus cette faillite de Lehman Brothers. Évidemment, le système a complètement explosé, et donc à partir de là, on a eu évidemment une réaction en chaîne, c'est-à-dire que d'abord, à l'époque, Barack Obama n'avait pas beaucoup de chance d'être élu président, puis finalement on s'est dit, bah, attendez, les républicains aux États-Unis, donc Bush à l'époque, ont vraiment fait n'importe quoi, et c'est là où Barack Obama a pris l'ascendant dans les sondages et est devenu président des États-Unis. Donc vous voyez que ça a des conséquences énormes, hein, ces crises financières, et ensuite donc une récession mondiale s'est installée, qui a pris fin avec le G20 de Londres en avril 2009. Qu'a-t-on fait à ce moment-là? On a décidé de relancer la machine, on avait déjà commencé à le faire dès la fin 2008, donc on a sauvé les banques, et surtout on a fait un plan de relance budgétaire au niveau mondial de 5 000 milliards de dollars, et parallèlement la Réserve fédérale a activé la planche à billets qu'on a vu tout à l'heure. La BCE ne l'a pas fait parce qu'elle n'avait pas le droit de le faire, mais elle l'a fait à partir de 2015, quand Mario Draghi est arrivé, évidemment, donc pour relancer cette dynamique. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui me trouve pessimiste, j'étais l'un des rares à dire qu'on allait redémarrer parce que justement, il y avait une relance tellement énorme que ça ne pouvait pas continuer de baisser. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. On a une relance économique qui s'est produite au niveau mondial, donc une croissance forte qui est revenue, et donc qui a généré finalement un a priori de sortie de crise. Sauf qu'on avait activé une
une autre crise, sans le savoir, ben, entre guillemets, sans le savoir, parce que peut-être certains le savaient, c'est-à-dire la crise de la dette publique. On s'est dit, tiens, ben voilà, c'est formidable, on va augmenter cette dette. C'est vrai qu'à l'époque, elle n'était pas énorme, elle était autour des 60% du PIB dans beaucoup de pays, donc on a activé cette dette publique partout dans le monde, sauf qu'on a oublié qu'il fallait l'arrêter. Et donc, un des grands pays de la zone euro, parce que bon, évidemment, c'est quand même un grand pays, même si d'un point de vue économique, il ne pèse pas grand-chose, mais néanmoins, ça reste un pays, je dirais, symbole, la Grèce, s'est effondrée parce que justement, elle a activé massivement cette dette publique. Et on voit ici, donc la dette publique est montée à 170% du PIB. Au même moment, donc Papandréou, donc j'évoquais la semaine dernière, son anagramme c'était n'a pas d'euro, donc c'était facile à trouver, bah, a dit bon, on va continuer comme ça, les comptes étaient faux, mais tout va bien se passer, et évidemment la crise s'est installée en Grèce. Alors pourquoi? Parce que aussi les Grecs, disons-le, avaient un petit peu trafiqué les chiffres, avec l'aide évidemment de Goldman Sachs. Encore eux, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. Si vous vous souvenez, quand on a créé la zone euro en 99, avant, quelques mois avant, on a décidé des pays qui allaient entrer dans la zone euro. Sauf que la Grèce n'était pas dedans. Donc évidemment les Grecs étaient très vexés, donc on leur a dit vous inquiétez pas, faites des efforts budgétaires et vous allez pouvoir rentrer dans la zone euro dans 2001-2002 quand on introduira les pièces et les billets, etc. Donc tout se passera bien. La Grèce dit ok, très bien, sauf qu'évidemment, comme on a des problèmes pour lever l'impôt en Grèce, c'était compliqué de baisser le déficit, et c'est là qu'est arrivée cette banque américaine Goldman Sachs en disant écoutez, c'est pas compliqué, moi j'ai une recette. On va faire encore de la titrisation, ça veut dire que toutes les recettes que vous allez avoir sur 10 ans des autoroutes, des ports, du loto, etc., les ports PERTS évidemment, eh bien, je vais vous donner l'argent tout de suite. Donc comme ça, grâce à ça, vous allez pouvoir réduire ce déficit. Donc artificiellement, certes, mais ça va le réduire. Et donc la Commission européenne va être contente. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle a eu miraculeusement cette entrée d'argent, et ce qui a permis de réduire le déficit. Sauf que c'était évidemment artificiel. Et quand 10 ans après, évidemment, il faut remettre, je dirais, refaire la même politique pour limiter le déficit public, là évidemment la Commission européenne s'en est rendue compte, c'est pas trop tôt, et elle a interdit cette pratique. D'ailleurs, même la France l'avait faite à l'époque. Et donc, à partir de là, eh bien, Goldman Sachs, qui va voir donc les Grecs, en leur disant, alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Ben non, on n'a plus le droit de le faire. Donc, Goldman Sachs savait avant tout le monde que ça allait exploser, connaissait les vrais chiffres. Et donc, évidemment, lorsque les vrais chiffres arrivent, puis un petit peu comme aujourd'hui en France, ça explose. Les Allemands ne sont évidemment pas du tout contents, et donc la crise grecque s'installe. Et regardez bien les taux d'intérêt. Donc là, c'est la dette grecque à la courbe rouge. Les taux d'intérêt, c'est la courbe bleue. On est monté donc à 35% de taux d'intérêt à 10 ans, alors qu'on avait à l'époque que 170% de dette publique. Vous voyez, c'était pas les 200 qu'on a eu ensuite. Et donc ça s'effondre, l'économie grecque s'effondre, arrive ensuite en 2015 donc l'extrême gauche, le fameux Tsipras, et là aussi, tension à 20% sur les taux d'intérêt grecs, et donc Tsipras dit j'ai pas le choix, si je veux sauver mon pays, je dois prendre des mesures, et là évidemment, les conséquences économiques pour la Grèce sont horribles. Ça pourrait d'ailleurs nous arriver malheureusement en France, donc on le voit ici. Alors déjà, il y a eu des mesures qui ont été prises très vite, dès 2010, par exemple sur la fonction publique, gel des salaires, on a supprimé le 13e et le 14e mois pour les fonctionnaires, donc ce sont eux encore une fois qui ont payé en premier. Dans le secteur privé, on a modifié le marché du travail, pour la retraite, on est passé de 37 annuités à 40 annuités, donc dès 2015, on a fait des taxes sur les résidences qui étaient illégales, donc ça c'est un petit peu logique on va dire, mais surtout, on a augmenté le taux de TVA à 23%. Et donc, on a eu un cataclysme, tout simplement, avec une crise sociale, sociétale, et le PIB grec s'est effondré de plus de 30%, moins 30% entre 2008 et 2013. Oui, c'est important de voir l'histoire, parce que justement, ça nous remet en perspective, et ça nous montre ce qui pourrait nous arriver, même si nous ne sommes pas la Grèce, comme j'évoquais la semaine dernière, mais on y ressemble de plus en plus, malheureusement. Donc on le voit ici, effondrement du PIB grec, ensuite ça se maintient bon an, mal an, ça c'est évidemment le coronavirus, ça redémarre ensuite, mais regardez bien, les dégâts sont durables, puisqu'aujourd'hui encore, nous sommes en Grèce 22% en deçà du niveau du PIB de 2008, hors inflation, 22%. Rendez-vous compte de ce drame historique qu'ont vécu les Grecs. Tout ça pour des erreurs, pour des mensonges, encore une fois. Et évidemment, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Regardez le taux de chômage grec, il est monté à 28%. Des chiffres complètement fous. Alors là, heureusement, c'est en train de baisser. Et regardez, on était à 8% en 2008, on est monté à 28% quelques années plus tard. Donc, malheureusement, ça peut arriver, c'est-à-dire que quand on a une crise comme ça, une récession dramatique, et ensuite, on est revenu à 10% aujourd'hui donc en Grèce, donc là on voit l'Espagne également, le taux de chômage fait beaucoup augmenter, également le Portugal qui a bien baissé aujourd'hui, ou encore l'Italie, et donc cette crise grecque a généré une crise de l'ensemble des pays de l'Europe du Sud, on appelait ça à l'époque les pigs, vous voyez, bon, c'était un vilain jeu de mots, donc ça veut dire Portugal, donc Italie, Grèce et Espagne, donc Spain, et malheureusement aujourd'hui, donc
donc pour nous, j'ai envie de dire, le P, donc Portugal, a été remplacé par le F, donc c'est plutôt nous, donc c'est plutôt les fixes, entre guillemets. Mais regardez bien, à l'époque, donc les taux d'intérêt à 10 ans en Italie, en Espagne, là aussi, était monté à 7,5%. En fait, c'était pas la Grèce, mais il y a eu une sorte de contagion qui a évidemment fait très mal, et donc qui peut, là aussi, se rééditer, se renouveler dans les prochains mois, surtout si c'est la France qui cause cette crise de la dette publique. Alors, il y avait également un autre dommage collatéral, j'ai envie de dire, pendant cette crise, mais qui était lié, c'était Chypre. Là aussi, on a eu une crise sans précédent. Pourquoi je parle de Chypre? Parce qu'il y a eu, là aussi, une spoliation sur les comptes bancaires. Donc là, on voit effectivement l'économie de Chypre. Donc là, il y avait 2 grandes banques, dont une a fait faillite, évidemment, et donc l'État chypriote a dû éponger la dette. Regardez bien, la dette publique, qui était donc à 40% en 2008, elle est montée là aussi à 110%, parce que d'ailleurs en Grèce, bon, on avait l'habitude d'avoir des dettes publiques énormes, à Chypre, c'était plutôt, ça apparaissait sous contrôle. Et bien là, explosion évidemment de cette dette publique, et ensuite le PIB, bien sûr, la crise est arrivée, donc le PIB chypriote s'est effondré. Depuis, ça va un peu mieux. Regardez, la dette publique grecque maintenant, elle est autour des 70-80% du PIB, donc vous voyez qu'ils ont fait des efforts. Moi, c'est possible, hein. Nous, vers en France, on a continué d'augmenter, sauf qu'entre-temps, il y a eu des dommages assez graves, des conséquences assez graves, et des punitions, va-t-on dire, pour l'économie grecque. Donc là, on voit, c'est un peu toujours les mêmes mesures, hein, quand il y a une crise aussi grave d'un point de vue financier, que donc l'État ne peut pas finalement réduire sa dette, et il a même du mal à trouver des financiers pour financer donc, sa dette. Voilà, on coupe dans les salaires des services publics, et oui, évidemment, dans les allocations, chômage, les allocations sociales, augmentation du taux de TVA, bon, taxes un peu partout, bien entendu, augmentation des cotisations, et donc jeux de loterie, enfin bon, surtout on a augmenté les taxes. Donc ça a évidemment cassé un effondrement, ça a généré un effondrement de l'économie chypriote et surtout donc faillite de la deuxième banque du pays. En fait, il y en avait deux grandes banques, donc la banque Laiki, et donc à partir de là, eh bien, attention, ça fait mal. Hein. Tous ceux qui avaient plus de 100 000 € de dépôt dans cette banque, ça a disparu. Les actionnaires ont payé, ceux qui avaient des obligations également ont payé parce qu'ils n'ont pas été remboursés, et également ceux qui avaient plus de 100 000 €. Alors comme il y avait beaucoup, entre guillemets, de personnes de la mafia, va-t-on dire, hein, qui avaient des comptes au-dessus de 100 000 €, donc ça s'est plutôt pas trop mal passé, on n'a pas vu trop, et vraiment pas beaucoup de Chypriotes avaient plus de 100 000 € dans cette banque, mais ça existe, il y a eu un précédent. Hein, donc ça, il faut le savoir que ça peut se produire si une banque fait faillite, eh bien, la garantie des dépôts c'est 100 000 €, et encore, ils voulaient même taxer en dessous de 100 000 €, finalement, on a réussi à éviter cela, mais toujours est-il que là, ça a disparu tout ce qui était au-dessus. Donc ça peut arriver. Je ne dis pas que ça va nous arriver, mais simplement, il faut savoir, il faut avoir ça à l'esprit, et donc il faut garder la prudence. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'également, à côté de cette crise grecque et chypriote, le Portugal également a énormément souffert. Vous voyez là, le taux d'intérêt à 10 ans du Portugal est monté à 17% au moment du début de la crise grecque, et ensuite évidemment il a baissé, mais regardez bien, ça c'est la courbe verte, la courbe rouge foncé, c'est nous, la France, le taux 10 ans de la France. Et regardez bien, il était encore à l'époque autour des 3%, donc la France... Donc la dette publique française avait finalement joué une sorte de valeur refuge. C'est incroyable quand même. Donc vous voyez qu'on dit, non, finalement la France c'est comme l'Allemagne, c'est sérieux, alors que donc tous ces fameux PIGS, les pays du Club Med, comme on les appelait, souffraient énormément. Et regardez bien, avec le temps, hein, tout s'en va, comme dit Léo Ferré, mais on voit bien que les taux d'intérêt français, maintenant, regardez bien, sont passés au-dessus du niveau du taux d'intérêt portugais. Oui, les Portugais, ils ont fait des efforts, ils ont réduit leur dette publique, alors que nous, on a fait exactement l'inverse. Donc si bien qu'aujourd'hui, regardez bien, l'écart de taux d'intérêt à 10 ans sur la dette publique française et portugaise est de quasiment 30 points de base. Ça veut dire que l'État français doit payer plus cher que l'État portugais pour financer sa dette. Alors que regardez bien dans les années de 2010-2011, et même encore jusqu'à dernièrement, on était perçu comme plus sérieux que nos amis portugais. Voilà comment l'histoire peut évidemment changer, nous donne évidemment des leçons très importantes et montre que, bien entendu, tout est fragile. Rien n'est assuré. C'est pas parce que la France n'a jamais fait défaut qu'elle ne fera jamais défaut. Il faut bien en prendre conscience. C'est pas parce que dans le passé, la France finalement était plus sérieuse qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus du tout. Vous voyez, avant c'était plus, maintenant c'est plus du tout. C'est tout le problème, effectivement. Et d'ailleurs, c'est vrai que nos amis portugais ont fait des efforts. Regardez bien la dette publique portugaise. Donc elle a été montée là aussi à quasiment 140% pendant le corona, mais même avant on était à 135%. Et aujourd'hui, effectivement, vous voyez, ils sont sur des niveaux donc en dessous des 100%, alors que la France est à 112%. Donc, quand on veut baisser la dette publique, on peut. Il faut simplement avoir du courage et une volonté que nous n'avons malheureusement pas en France. Et donc, c'est pourquoi la donne de la France
doit être dégradée. Alors, comme vous le savez, je l'évoquais la semaine dernière, elle a été dégradée. Alors, je vais quand même vous montrer, parce que j'ai beaucoup de demandes pour me dire, est-ce que vous avez fait la traduction, est-ce que c'est vraiment vrai? Alors voilà, on va pas être compliqué. Le communiqué officiel de Fitch donc, montre bien que leur modèle de notation souveraine, donc Sovereign Rating Model, donc SRM, attribue à la France une note équivalente à une note donc de A+. Voilà. C'est clair, c'est noir sur blanc. Alors vous pouvez aller sur le site, faites une copie d'écran si vous voulez, vous allez, voilà, ça c'est exactement où se trouve le communiqué officiel de Fitch, parce qu'on en a très peu parlé finalement, les médias n'ont pas beaucoup parlé, c'est assez bizarre. Et donc voilà, là je vous fais une petite photocopie d'écran, enfin un screenshot comme on dit, donc pour vous montrer que là aussi sur l'écran, le site de Fitch, voilà ce qui est écrit, voilà, A+. Bon, on n'invente rien, personne n'en parle, personne n'en parle, mais donc la note de la France évidemment doit être dégradée en fait. Pourquoi elle ne l'est pas encore? Parce que si on tombe la simple A, on change de catégorie. Et voilà, je vous ai fait un petit tableau avec les principales catégories donc, de notation pour les meilleurs élèves. Évidemment, on a le triple A, donc c'est première qualité. Après, on a le double A, donc c'est quand même haute qualité. Vous voyez, donc pour l'instant, la France est là. Sauf que si après on passe à simple A, là on est qualité moyenne supérieure. Et oui, ça change tout. Après, évidemment, à part pour les B, c'est qualité moyenne inférieure. Mais simple A, ça veut dire que ça y est, beaucoup de banques, beaucoup de fonds de retraite, de caisses de retraite, beaucoup de fonds de pension, de fonds d'investissement dans le monde n'achèteront pas de la dette publique française parce que justement, cette dette publique est là pour les couvrir normalement. Et si on est plus double A, eh bien, on ne rentre plus dans la catégorie, justement, pour assurer les arrières de ces banques. Et donc, ce qui permet à ce moment-là, donc, ce qui va générer une très forte augmentation des taux d'intérêt, d'autant que l'État français, comme vous le savez, doit émettre l'année prochaine 300 milliards d'euros de nouvelles dettes. Qui va l'acheter si on n'est plus double A? Alors là, le 25 octobre, on a Moody's, alors ils vont certainement faire comme Fitch, j'imagine. Et puis donc, fin novembre, on aura Standard & Poor's. Je pense que Standard & Poor's dégradera l'âme de la France, on en reparlera d'ici là. Mais c'est vrai que la France ne mérite plus son double A-. On est normalement A+, dans le meilleur des cas, ça nous pend au nez, ça va arriver, ça va évidemment activer, cette grève de la dette publique, réactiver. On voit les taux d'intérêt qui repassent aujourd'hui à plus de 3%, et le capharnaüm qu'on voit à l'Assemblée nationale, évidemment, n'arrange pas les choses, avec des risques de motions de censure, etc., des amendements incroyables qu'on a essayé de faire passer. Heureusement, on ne les a pas fait passer, mais tout ça montre bien que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est devenue ingouvernable, la dette publique est devenue incontrôlable, et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, on suit régulièrement le taux d'intérêt à 5 ans de la dette publique française. On est certes en dessous du taux d'intérêt italien, mais sinon on est devant les Espagnols, devant les Grecs, devant les Belges, devant les Autrichiens, etc. Oui, bon, mais évidemment devant les Allemands, devant les Portugais, largement au-dessus. Donc des Portugais, vous voyez aussi 30 points de base d'écart. Donc c'est quand même assez énorme. Donc tout ça pour dire que évidemment, la France est en train de devenir un pays déclassé, entre guillemets, pas déclassé dans le sens formidable, mais dans le sens déclassement, malheureusement. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est particulièrement coûteux pour l'économie française. Et donc, vous voyez que toutes ces crises, ça soit celle des subprimes, ça soit celle de la Grèce, de Chypre, donc des crises basées sur des mensonges, sur des faux semblants, sur des erreurs également, eh bien malheureusement, ces crises aujourd'hui, on le voit, sont en train de se transformer dans une crise française qui va évidemment avoir des conséquences encore plus importantes que ce qu'on a vu dernièrement. Ça sera un Lehman Brothers, mais puissance 20 bien entendu. Alors certains me disent oui, mais alors on n'a qu'à vendre le stock d'or de la Banque de France. Oui, j'entends souvent ça. Alors pourquoi pas, sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, la Banque de France n'a pas le droit de vendre son stock d'or pour financer le déficit public. En plus, ça serait vendre les bijoux de famille, on l'a vu tout à l'heure. Donc le stock d'or, c'est une contrepartie de la masse monétaire. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Mais surtout, les montants, parce qu'on me dit oui, il y a 2436 tonnes d'or à la Banque de France. Alors même si l'or monte, d'ailleurs on atteint constamment des sommets historiques, bravo pour ceux qui nous ont écoutés d'ailleurs, parce qu'on a souvent annoncé cette hausse de l'or, mais même si aujourd'hui on vend tout, regardez bien, selon les chiffres de la Banque de France, on a un stock d'or qui atteint dans le meilleur des cas 180 milliards d'euros. Sauf que cette année, le déficit public, il va être d'environ 200 milliards d'euros. Donc 180 milliards, on ne paye même pas une année de déficit. Donc voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais ça ne suffira pas, évidemment. Et surtout, ça sera largement insuffisant pour inverser la tendance. Pareil, quand on me dit on va vendre les participations de l'État dans les entreprises, ok, mais c'est un fusil à un coup. On va taxer l'épargne davantage, ok, mais là, il y aura un exode fiscal dramatique. Donc il n'y a pas de solution. Il faut baisser la dépense publique, point final, ne pas augmenter les impôts, voire les baisser. Je l'ai souvent évoqué. Ceux qui me demandent d'ailleurs vos solutions,
solutions. Alors j'ai fait plusieurs vidéos donc, sur ces solutions, elles sont toujours bien sûr disponibles sur le site, vous pouvez bien sûr les voir donc, sur notre chaîne YouTube, hein, bien entendu. Donc voilà, cette idée a priori formidable, ben non, ça suffira pas à vendre le stock d'or, puis ça sera perçu comme un acte de faiblesse incroyable, et donc ça pourra générer, activer, je dirais même dégénérer, faire en sorte que cette crise dégénère complètement, et ça pourrait nous faire extrêmement mal. Donc non, ce n'est pas la solution, malheureusement. Alors, bon, justement, une autre question à laquelle on va répondre non. Vous avez été nombreux à me poser la question, justement, est-ce que l'État pourra ponctionner sur un compte bancaire à l'étranger? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je vous ai dit, est-ce qu'on peut ouvrir un compte bancaire à l'étranger? Oui, c'est pas par manque de patriotisme, c'est pour se protéger, finalement, parce qu'il n'y a pas de raison que nous, qui avons payé énormément d'impôts sur, justement, tous notre épargne au sens large, on se fasse de nouveau taxer. À la rigueur, si c'était optimal, si c'était efficace, pourquoi pas, mais on sait très bien que ça sera encore une fois une gabegie de dépenses publiques, ça ne servira à rien. Donc certains me disent, mais ça ne sert à rien d'ouvrir ce compte à l'étranger, puisque là, évidemment, l'État pourra ponctionner. Non, parce que quand on déclare effectivement le compte, c'est juste une déclaration. On ne dit pas combien il y a, on ne dit pas qu'est-ce qu'on a mis dedans, etc. Alors par contre, ça peut arriver, l'État français peut diligenter évidemment une commission en cas notamment de poursuites judiciaires. Là c'est différent, évidemment pour les voyous, il faut le faire bien entendu, mais pour les gens normaux, les gens honnêtes, évidemment non, il n'y a pas de raison, l'État ne pourra pas ponctionner, surtout s'il le fait, ça va poser un problème au niveau du droit international. Alors a fortiori si la banque est en dehors de la zone euro, là ça sera quasiment impossible, mais même au sein de la zone euro, ça sera plutôt compliqué. Je vois mal les pays de la zone euro accepter que la France vienne mettre son grain de sel dans les comptes bancaires sur le territoire donc étranger à la France. Alors après, en termes de pression fiscale, oui, ça évidemment, pourquoi pas, mais là aussi, ils ne seront pas forcément combien vous avez, et puis ça sera compliqué là aussi de ponctionner fortement, et donc c'est pourquoi là aussi le risque est quand même limité. Donc non, l'État français ne pourra pas ponctionner. Alors, en temps normal, bien sûr, en temps de guerre ou autre, on ne sait jamais, mais normalement, il ne pourra pas le faire. Mais enfin bon, on ne sait jamais, comme impossible n'est pas français, on voit l'ingéniosité de nos énarques et de nos hauts fonctionnaires pour inventer des nouvelles taxes, donc peut-être qu'ils trouveront un moyen de le faire, mais pour l'instant ce n'est pas possible, et puis après il restera une dernière solution. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais évidemment, mais je ne vous en dis pas plus. Je l'évoquerai dans une prochaine vidéo, parce que lorsque j'annoncerai cette prochaine solution, ça pourrait évidemment générer un drame. Alors, on verra bien. Bon, enfin, donc, on va terminer quand même avec une bonne nouvelle très relative, parce qu'effectivement, la semaine dernière, le budget 2025 est passé donc, entre les mains de la Commission des finances, et là, incroyable, 200 amendements ont été votés, et notamment des amendements qui prônaient une augmentation massive des impôts, encore plus forte que celle qui a été annoncée par Michel Barnier. Donc c'est le concours Lépine de la fiscalité, c'est même qu'il a dit d'ailleurs, hein, Michel Barnier. Donc bon voilà, vous avez ici un petit livret de ce qui a été proposé, un petit catalogue à la Prévert, un doublement de la contribution donc, sur les grandes entreprises du transport maritime. Alors là c'était important parce qu'on voulait recentrer et réduire le plafonnement sur le crédit d'impôt recherche. Alors quand même bon, pour beaucoup d'entreprises c'est assez essentiel, pareil sur le pacte du Dutreil, augmenter la flat tax de 30 à 33%, voire 35% dans certains cas, remettre l'exit tax, enlever l'exonération des plus-values, ça c'est assez grave, de cession des résidences principales, vous vous rendez compte, c'est quand même assez fou, parce que ça c'est une des forces de la France, quand même la résidence principale elle n'est pas taxée quand on la vend, il y a le dividende évidemment n'est pas taxé, donc vous voulez revenir également sur ça, idem sur l'assurance vie, enfin bon, c'est évidemment une horreur, et heureusement ces amendements ont été rejetés. Donc là, le texte est en train d'être étudié à l'Assemblée nationale. Là, cette semaine, c'est le volet recettes. Est-ce qu'il y aura un 49.3? Est-ce qu'on va nous sortir des nouveaux impôts, etc. Bon, malheureusement, en tout cas, il faut veiller au grain. C'est clair qu'on sera là pour vous, justement, pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais c'est clair qu'il ne faut surtout pas augmenter les impôts. Tout ce qui va dans le sens d'une augmentation des impôts est inefficace et mauvais pour notre économie. Il va casser l'activité économique, donc va réduire l'assiette fiscale. Donc on va ponctionner plus sur un gâteau plus petit, donc on aura à la fin moins de recettes fiscales. Donc ça, ce n'est absolument pas acceptable. Peut-être qu'ils le feront, peut-être ça passera pas, on verra bien, mais toujours dire que, économiquement parlant, ce sera une catastrophe. D'autant que la dépense publique va encore augmenter, je l'évoquais la semaine dernière, d'au moins 2,5 à 2,6% en valeur. Donc encore une fois, une horreur, malheureusement. Voilà. Il faut qu'on qu'on affronte justement cette réalité. Vous voyez, j'en bafouille tellement ça me perturbe, parce que je me dis c'est quand même incroyable qu'on a donc un gouvernement justement qui devait remettre la France sur les bons rails, et malheureusement on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Gardons malgré tout l'espoir. En tout cas, nous serons là pour vous aider, et pour vous aider justement à essayer de sortir. Je vous promets que je ferai cette vidéo de formation justement
pour savoir où peut-on investir à l'international, comment protéger vraiment son épargne. Ça sera sur un autre site créé ad hoc, mais ça prend un peu de temps et je suis beaucoup à l'étranger en ce moment, donc voilà. Désolé, ne m'en veuillez pas, mais nous serons là évidemment pour vous. Merci donc encore également pour votre soutien. Vos messages sont formidables, hein, je n'arrête pas de vous le dire. Continuez, ça fait plaisir, donc merci beaucoup. Continuez à vous abonner, à faire abonner bien entendu, à mettre des pouces vers le haut. Vous pouvez vous abonner premium également pour recevoir les slides, donc dans les onglets souscription ou rejoindre. Et donc voilà, portez-vous bien, allez, armons-nous de courage et globalement espérons qu'un jour on aura les moyens de sauver la France. Mais on l'a compris, ces crises des subprimes grecs, chypriotes sont en train d'arriver en France malheureusement, mais j'ai envie de dire on l'a bien mérité parce que nos dirigeants et puis également ceux qui ont voté pour eux, disons-le, hein, n'ont pas fait le boulot. Ils ont usé de subterfuges, de faux semblants, de mensonges et d'erreurs historiques. Voilà, mais il faut maintenant payer tout ça. Bon courage malgré tout et portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.